L'actualité ce samedi avec ces 6000 femmes et jeunes formés au métier du karité. Ils sont prêts pour la transformation de la graine. La cérémonie de clôture a vu la présence du ministre directeur de cabinet du chef de l'État, Fidel Sarasoro, qui a inauguré 2 nouveaux laboratoires à l'université Peleforo Gon Coulibaly. Ça y est, c'est officiel. 8 mosquées de style soudanais inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La remise des certificats s'est déroulée ce samedi à la grande mosquée de Kong, inscrite le 21 juillet 2021. Ces 8 mosquées sont désormais reconnues mondialement pour leur importance historique et architecturale. Et puis c'est parti pour l'opération Épervier qui consiste à déployer les forces de l'ordre pour la sécurité des biens et des personnes. Épervier 10 a été officiellement lancé ce jeudi sur toute l'étendue du territoire. À Daloa, nous serons dans cette édition. Bonsoir à tous. 6000 femmes et jeunes formés au métier du karité. Ils sont prêts pour la transformation de la graine. La cérémonie de fin de formation a vu la présence du ministre directeur de cabinet du chef de l'État. Fidel Sarasoro a également inauguré 2 nouveaux laboratoires à l'université Peleforo Gon Coulibaly. On voit cela avec Ami Sissoko. La filière karité ivoirienne franchit une nouvelle étape avec l'inauguration de 2 laboratoires ultramodernes. Logés au sein de l'université Peleforo Gon Coulibaly de Korogo, ils sont dédiés à la production et au contrôle qualité des produits du karité. Ce laboratoire représente une avancée majeure dans la recherche sur la culture in vitro et la mise en place des normes de qualité sur le beurre. Il permettra de garantir de notre beurre de karité déjà reconnu pour ses qualités qu'atteigne de nouveaux sommets en matière d'excellence. Les laboratoires Amadou Gon Coulibaly, en hommage à l'ancien Premier ministre, instigateur du programme Karité Ivoire, visent à renforcer la compétitivité de la filière karité à la fois au niveau national et international. Chers membres de la communauté universitaire, je vous invite à utiliser ces infrastructures avec la rigueur et la passion qui caractérisent le monde académique. Ensemble, faisons de ces laboratoires des centres d'excellence et que le beurre de karité atteigne un niveau de qualité jamais égalé dans notre pays. Le programme Karité Ivoire est financé par le projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique PC7, soutenu par la Banque mondiale. Il a permis de former 6000 personnes issues des régions de Poro, Bagoué, Tchologo, Folon, Ambol et Bunkani aux techniques de collecte et de transformation du karité. Depuis la formation reçue, nous trions, lavons et séchons très bien nos noix avant de faire le beurre. Nous avons également reçu des formations sur les bonnes pratiques de collecte de la noix. Avec ces nouvelles infrastructures et la mobilisation de milliers de femmes et jeunes, la Côte d'Ivoire, 5e producteur mondial de karité, renforce ainsi sa position tout en valorisant l'emploi et le développement des communautés locales, en particulier des femmes et des jeunes. Elle entend valoriser un trésor national, souligne Fidel Sarasoro, représentant du Premier ministre Robert Begré-Mambé. C'est également dans cet esprit que le gouvernement a mobilisé 200 millions de dollars américains auprès de la Banque mondiale pour le financement du projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique. Je voudrais à ce stade remercier la Banque mondiale et au-delà l'ensemble des partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire pour leur importante contribution aux efforts du gouvernement ivoirien en vue d'améliorer les chaînes de valeur compétitives et la création d'emplois. Le ministre Fidel Sarasoro, par ailleurs président du Conseil régional du Poro, a remis des motos aux chercheurs pour faciliter leur déplacement dans les zones de production. Une autre production qui a du prix aux yeux des autorités, il s'agit du riz. Le ministre d'État Kobena Kossi Adjoumani à Sikolo dans le département de Kong pour les journées de l'administration agricole. Le ministre en charge de l'agriculture a visité une parcelle de 100 hectares prête pour la récolte. Kader Sogodogo. Un vaste champ de riz à perte de vue. Il s'agit de 100 hectares de riz.
Depuis quelques années, le gouvernement procède à des distributions gratuites de semences et d'engrais à travers tout le pays et soutient également les associations et coopératives avec du matériel. Ceci est le fruit de cette vision et c'est à juste titre que le chef canton de Sikolo et sa communauté accueillent le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobena Kwasi Adjoumani, qui visite le site. Nous avons bénéficié cette année du déposit. Donc nous avons encadré nos paysans. Donc voilà le fruit que vous-même vous voyez. Nous avons plus de 1000 hectares, mais on a pu faire 100 hectares. À Sikolo, l'heure est à la reconnaissance. Pour la récolte, les villageois ont formulé une doléance qui a été satisfaite immédiatement. Nous avons voulu montrer à la face du monde et aux Ivoiriens que tout est possible, pourvu qu'on nous fasse confiance. Il y a des gens qui bavardent. L'État ne fait rien. On n'a rien à manger. On va même jusqu'à dire que le piment coûte 150 francs. Alors que sur toute l'étendue du territoire, de part et d'autre des rues, on voit de la nourriture qui foisonne. La faucille, c'est ce qu'on prend pour couper le riz. Regarde 100 hectares. Est-ce que cette faucille-là peut couper 100 hectares? Ça ne peut pas. Donc j'ai donné des instructions pour qu'on leur envoie des moissonneuses pour venir récolter tout le riz. Donc il y a 3 moissonneuses qui seront ici dans les 48 heures pour pouvoir récolter tout ce riz. Cette visite se situe dans le cadre de la 11e édition des Journées de l'administration agricole délocalisée à Kong et dans le reste du Tchologo. Et les projecteurs de l'actualité restent braqués sur le Tchologo. Ça y est, c'est officiel. 8 mosquées de style soudanais inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La remise des certificats s'est déroulée ce samedi à la Grande Mosquée de Kong. Inscrites le 21 juillet 2021, ces 8 mosquées sont désormais reconnues mondialement pour leur importance historique et architecturale. On retrouve Kader Sogodogo. La grande mosquée de Kong a plus de 300 ans avec son style soudanais en terre. Elle traverse le temps. Avec elle, la petite mosquée de Kong, celle de Nambira dans le Poro, Samatigila, Kuto, Tengrela, Kawara et Sorobango sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2021. La cour de la grande mosquée de Kong abrite la cérémonie de remise du certificat de ces mosquées désormais patrimoine mondial. J'ai nommé son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. C'est lui qui, de son aura, de sa maestria et de son influence sur la scène internationale, a repositionné la Côte d'Ivoire dans le concert des nations. C'est à lui que revient l'honneur de cette inscription des 8 mosquées de style soudanais au patrimoine mondial de l'UNESCO. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire, à travers son guide, se dit honorée. Les imams et toute la communauté musulmane en Côte d'Ivoire voudraient, par ma modeste voix, très sincèrement saluer son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement, pour avoir eu cette vision qui s'est très tôt matérialisée à travers la prise du décret du 29 janvier 2020, portant classement des mosquées en série style soudanais du nord ivoirien sur la liste du patrimoine culturel national. C'est ça le débat. La ministre de la Culture et de la Francophonie révèle le caractère exceptionnel de ce jour. Nous avons tenu à organiser cet événement pour la postérité, pour l'histoire, pour rendre hommage aux différentes communautés détentrices du savoir-faire unique, pour leur détermination et pour magnifier la patience dont elles ont fait preuve. Toutes les populations méritent aussi vos applaudissements. Pour l'UNESCO, il faudra protéger tous ces patrimoines. Les sites du patrimoine mondial appartiennent à tous les peuples du monde, sans tenir compte du territoire dans lequel ils sont situés. Donc les mosquées de style soudanais du nord ivoirien appartiennent donc aussi à tous les peuples du monde, qui ont la responsabilité de coopérer avec vous pour en assurer leur préservation. Plusieurs membres du gouvernement étaient aux côtés du parrain de la cérémonie, le ministre d'État
Téné Birahima Ouattara, qui se réjouit de ce jour nouveau. Depuis des années, ces communautés se sont mobilisées et sont mises à la disposition des experts de l'Office ivoirien du patrimoine culturel, OIPC, en espérant répondre aux critères de l'UNESCO. Je dois dire que c'est chose faite aujourd'hui. Je voudrais, avant de clore mon propos, me tourner à nouveau vers M. Loundou pour lui demander de remercier la part de son Excellence le Président de la République, la directrice générale de l'UNESCO, pour donner cette faveur de grande portée qui est faite à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire compte au total 20 mosquées de type soudanais. Le processus d'inscription des 12 autres continue. Et je vous invite à suivre à présent quelques réactions au terme de la cérémonie. Notre chef de l'État, que le président Alassane Ouattara, aime l'islam. Grâce à son travail, aujourd'hui l'UNESCO est venu le reconnaître la grande mosquée de Kong. Nous sommes fiers. Vous avez la tour Eiffel en France qui fait l'objet de produits dérivés à travers des maquettes qui se vendent. Voyez-vous, aujourd'hui, Kong doit être un lieu de visite touristique. C'est vraiment un bonheur, c'est vraiment une joie pour nous qui avons été à la culture et qui avons contribué à faire inscrire ces 8 mosquées. Je précise qu'il y en a une vingtaine, mais nous continuons de faire le plaidoyer à travers le ministère et vraiment c'est un bonheur. Nous disons merci à l'UNESCO, merci surtout au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. L'événement témoigne également de l'engagement du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de préserver et de promouvoir nos sites culturels, de montrer qu'à travers la culture, on peut arriver à la cohésion, parce que le fait que ce patrimoine soit au niveau de la liste indicative du patrimoine mondial, les communautés de Kong, les communautés de Tchologo vont lui accorder encore plus d'importance, vont comprendre la responsabilité qui leur revient de préserver ce patrimoine. Cette reconnaissance de l'humanité au travail de nos aïeuls, c'est bien parce que nous sommes en paix, c'est bien parce qu'il y a la stabilité. Donc c'est pour cela qu'il faut saluer l'action du président. Vous voyez, c'est quand il y a la paix et la stabilité que ce genre d'actions peuvent être inscrites et devenir des priorités. Mais tant qu'on n'a pas cette stabilité, tant qu'on n'a pas cette paix, bien la priorité reste la recherche de la paix et de la stabilité. Les esprits tourmentés ne peuvent pas célébrer la culture. Si aujourd'hui nous pouvons célébrer la culture, si nous pouvons célébrer notre histoire, c'est bien parce que le chef de l'État a contribué à créer les conditions de la stabilité et de la paix. On s'arrête maintenant sur la dédicace du nouveau temple de l'Union des Églises évangéliques, services et œuvres de Côte d'Ivoire, USO. Un nouveau temple inauguré à Yopougon-Atié. On voit cela avec Didier Nguessan. Yopougon-Atié, l'Union des Églises évangéliques, services et œuvres USO Côte d'Ivoire est en fête. D'un côté, le groupe musical et de l'autre, les fidèles. Cette ambiance de louange pour remercier Dieu qui leur aura permis d'achever la construction de ce temple 35 ans après le début des travaux. Une résilience traduite en enseignement par l'orateur du jour, le pasteur Anderson Oulaï, qui retrace le parcours de l'église USO de Yopougon-Atié. Cette église USO Yopougon-Atié est bien le fruit d'une longue histoire de foi, de générosité, de sacrifice. Le fruit du travail assidu de toute l'église. À vous, fidèles de Yopougon-Atié, notre amour, oui, votre amour pour le Seigneur, nous comble de joie et d'espoir. C'est justement par amour pour le Seigneur que vous avez sacrifié vos biens, votre temps, votre énergie pour bâtir ce temple. Il en déduit la force de l'unité. D'ailleurs, les pasteurs qui se sont succédés à la tête de l'Église ont reçu des diplômes de gratitude des mains du représentant du Premier ministre, Claude Yapoyapi. Passés les enseignements et récompenses, la plaque inaugurale est dévoilée. Au nom du Premier ministre, Robert Begremombe, son émissaire a engagé les fidèles à demeurer des artisans de paix pour l'unité du corps du Christ. Partout il y a la paix. Tout concourt au bien-être de tout le monde. Et ma chérie, donc de venir vous porter ce message de paix. Ce qu'il attend de vous, c'est de cultiver la paix
mais cette paix que Jésus-Christ lui-même donne. Il m'a dit de vous transmettre l'amour de Dieu. Parce que c'est parce que Dieu nous a aimés qu'il a accepté de sacrifier son Fils unique, pour que nous soyons sauvés. Que le Saint-Esprit console le cœur de chacun de vous. Ceux qui sont fusés à cette heure, qui comprennent que Dieu est avec vous, Jésus est avec vous, le Saint-Esprit est là. Le parrain de la dédicace du temple a fait des dons en numéraire. L'église USO Côte d'Ivoire compte plus de 500 000 fidèles et 1000 lieux de culte. Les lieux de culte et autres lieux de rassemblement sont sous le regard des forces de l'ordre. La sécurité sera renforcée en cette fin d'année. L'opération Épervier, qui consiste à déployer les forces de l'ordre pour la sécurité des biens et des personnes, a été lancée sur toute l'étendue du territoire. Voyons l'étape de Daloa avec Soro Corona. Lutter contre la grande criminalité, la délinquance juvénile, le trafic des stupéfiants et la prolifération des gares anarchiques ainsi que la prévention des accidents de la circulation. Tels sont les objectifs de l'opération Épervier visant à sécuriser les fêtes de fin d'année. La 10e édition de l'opération qui met à contribution les différentes forces de défense et de sécurité est lancée dans la commune de Daloa par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Dumandé, accompagné par le président du conseil régional du Haut-Sassandra. Le ministre Mamadou Touré salue l'opération et invite les populations à sensibiliser leurs enfants à se départir de tout acte visant à troubler l'ordre social. Il faut leur dire que cette opération spéciale vise à mettre de l'ordre. Ça a été fait à Yamoussoukro, ça a été fait à Abidjan, c'est le tour de Daloa. Donc, au lieu d'attendre que ça arrive pour lui demander pardon, parlez maintenant à vos enfants. Pour qu'ils arrêtent les actes d'incivisme, qu'ils arrêtent les actes de banditisme. S'il y a des gens qui étaient dans le fumoir, ils n'ont qu'à quitter en même temps le fumoir. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité relève les efforts déployés par le président de la République Alassane Ouattara pour faire de la Côte d'Ivoire un havre de paix. Au sortir de la crise post-électorale, l'indice de sécurité en Côte d'Ivoire était de plus de 4. Il a été aujourd'hui ramené à 1,2 pour dire à quel point des progrès importants ont été faits. Disons bravo à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Bravo au Président de la République. Le lancement de l'opération Épervier 10 est couplé à la remise de 5 véhicules à la police Ricourt et à la pose de la première pierre de la construction des locaux du district de police de Daloa. Et sur place à Abidjan, 7 nouveaux membres de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, ont été investis dans leurs fonctions. En intégrant officiellement cette société savante, ils accèdent au rang d'immortels. C'est ce que nous apprend Didier Nguessan. 7 nouveaux membres intègrent l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD. Ils sont investis par leur père. Cette admission est un relais pour la continuité de l'excellence, selon Gilbert Akengbo, président de l'ASCAD. L'ASCAD a toujours été un bastion de savoir, de créativité, d'innovation, rassemblant les esprits brillants, déterminés à faire progresser notre société. Le nombre 7 est également lié à de nombreux cycles naturels et à la perfection pour faire de vous un nombre d'élus parfaits pour occuper les sièges laissés vacants dans 3 domaines de l'Académie. Bourse d'études pour les travaux de recherche, promotion de l'excellence à l'étranger, le rôle de l'ASCAD dans le développement de la Côte d'Ivoire n'est plus à démontrer. L'Académie a été déclarée par le gouvernement institution d'utilité publique depuis plusieurs années. Le nouveau bureau de l'ASCAD qui leur permet aujourd'hui de recevoir l'onction de la légitimation publique conformément aux dispositions des textes de votre institution. La cérémonie de ce jour manifeste les capacités de renouvellement et la vitalité de l'ASCAD. Je n'ai pas de doute que ce élan sera poursuivi pour donner à votre institution le volume, la densité et la pertinence que la nation souhaite et attend d'elle. En plus de Maurice Kwaku Bandaman, désigné académicien l'année dernière, Adouka Blanc-Jérôme, Ouenon Pascal Valentin, Kobea Toka Hassen, Colondria Foué Virginie, Nyalega Macagnon Joseph et Anouma Joseph sont les nouveaux immortels.
Voyons à présent cette signature de convention entre le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage et le groupe Accor qui gère une chaîne d'hôtels en Côte d'Ivoire. La convention a pour objectif de former et de donner du travail aux jeunes, comme nous l'explique Issa Tunayo. Former et insérer les jeunes dans le monde du travail. Cet objectif amène le ministère de l'Enseignement technique, la formation professionnelle et de l'apprentissage à multiplier ses partenaires. À cet effet, le ministre Kofi Nguessan vient de signer une convention de partenariat avec le groupe Accor. Un accord dont les deux parties comptent en tirer profit. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, et nous avons besoin. Nous avons besoin d'avoir des personnes qualifiées, nous avons besoin de développer des personnes. Donc bien entendu, ce partenariat va nous amener cette richesse en termes d'effectifs et ce développement des talents locaux. Donc bien entendu, Monsieur le ministre peut compter sur nous et je suis sûr que je peux compter sur Monsieur le ministre. En signant aujourd'hui avec le groupe Accor en Côte d'Ivoire, c'est dans le domaine de l'hôtellerie, la restauration, dans la logistique et dans bien d'autres secteurs. Dorénavant, le ministère et ses établissements vont fonctionner selon ce schéma. Aller vers le secteur productif, vers notamment le secteur privé, comprendre les besoins exprimés et revoir nos programmes de formation en fonction de ces besoins, de sorte que, comme le souhaite le président de la République, les jeunes soient bien formés et que l'employabilité soit améliorée de façon significative. Les jeunes ne cachent pas leur satisfaction. Je suis très content de participer à cette cérémonie. L'opportunité représente une grande chose pour nous. Pour moi surtout, ça peut nous permettre d'ouvrir les portes, ça nous ouvre des portes, avoir une place dans la société. Le ministre fait beaucoup d'efforts pour nous. Nous sommes très heureux de voir ces gestes-là. La signature de ces partenariats qui entrent dans la mise en œuvre des programmes de l'école de la deuxième chance et de l'Académie des talents illustre parfaitement la volonté du ministre Kofi Nguessan de résoudre la question de l'employabilité des jeunes dans son département. On en vient à l'opération de révision de la liste électorale. Une nouvelle génération s'apprête à franchir un cap important, celui de voter pour la première fois. Dans les centres d'enrôlement, les jeunes primo-votants se mobilisent avec enthousiasme, portés par des attentes fortes. Sidonie Davila. Rencontrés à la sortie d'un centre d'enrôlement à Cocody, Roger Gogna et ses amis nous confient leur fierté de se faire enrôler. Se faire enrôler devrait être une obligation morale pour tout le monde en tant que bon citoyen, parce que c'est une décision que nous devons prendre qui va pour le bonheur de notre pays. Ruth Douon, malgré ses appréhensions, est heureuse de ce tact citoyen. Ce sont mes parents qui m'ont encouragé parce que j'avais peur. Voilà, ils m'ont encouragé à venir me faire enrôler. Tout s'est bien passé. Pour ces primo-votants, le vote est une véritable opportunité d'influencer le futur. J'encourage mes frères de venir véritablement s'enrôler, de ne pas être dans la cité comme ça, sans venir réellement participer à l'élection. En fonction du programme de société de chaque candidat, nous les jeunes, on doit être capables de choisir le programme qui véritablement nous sert. À 23 ans, ce futur médecin ne cache pas sa motivation, portée sur plusieurs attentes. La population ivoirienne est relativement jeune. Donc déjà, pour cela, je pense que chaque citoyen jeune devrait venir voter, car sa voix compte. Parce que l'avenir du pays, c'est nous. Je pense que le nouveau président devrait vraiment insister sur l'éducation. Également, il faudrait miser sur le secteur sanitaire. Comme lui, de nombreux jeunes partagent cette vision. Je souhaiterais d'abord que les jeunes, surtout, participent massivement à l'élection présidentielle, c'est-à-dire que les jeunes aillent voter. D'abord, c'est par là que tout commence. Voilà. Et le candidat qui sera choisi, normalement, c'est selon son programme d'activité que les choix vont s'opérer. Pour certains, c'est surtout la paix et la stabilité du pays qui les motivent. Je suis un jeune, voilà, j'ai tout mon avenir devant moi. Ma paix dépend de la paix de ce pays. Et tant que la Côte d'Ivoire n'est pas en paix, je ne peux rien faire, je ne peux pas réaliser mes rêves. Et mon ambition, c'est que tout se passe dans de bonnes conditions. Selon les chiffres de la CEI, environ 300 000 nouvelles demandes d'inscription ont été enregistrées sur la liste électorale depuis le début de l'opération à ce jour. Avec des motivations variées mais complémentaires, l'engagement de ces primo-votants témoigne d'une volonté collective d'aller de l'avant et de participer activement à la vie de leur pays.
Et ce sujet léger, 6e édition du concours du bébé le plus choco de Côte d'Ivoire. Ouangolodougou, la ville aux 2 frontières, a abrité la présélection. Plus de 200 bébés âgés de 3 mois à 2 ans en préparent à cette présélection. 3 d'entre eux ont été retenus pour la grande finale et 1 pour le concours de 4 pattes. Voici avec Kader Sogodogo. Salle Téné Birahima Ouattara de Ouangolodougou. Plus de 200 bébés prennent part à la présélection du concours du bébé le plus choco qui est à sa 6e édition. Cette initiative est de l'ONG La Joie des Tout-Petits et est soutenue par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Critère majeur du concours, la fréquentation des centres de santé depuis la grossesse jusqu'à l'accouchement. Nous voulons voir une Côte d'Ivoire où aucune femme ne meurt en donnant la vie. Nous voulons voir une Côte d'Ivoire où tous les bébés qui viennent au monde peuvent grandir sains et saufs. Parrain de cette activité, le député de Ouangolodougou, Traoré Drissa, la lucarne est parfaite pour sensibiliser la population et féliciter les initiateurs. Merci pour cette belle occasion que vous offrez à nos enfants. En posant vos valises dans la ville aux 2 frontières, vous permettez à nos enfants d'avoir les mêmes chances de vie et le même niveau d'accès aux soins de santé que leurs amis d'ailleurs. À l'issue de la présélection, 3 bébés ont été retenus pour les phases finales. Un autre prendra part à la grande finale du concours de 4 pattes. Les mamans préparent déjà les recettes de la victoire de leur progéniture. Le samedi de l'Abissa est qualifié d'apothéose. Il s'agit du dernier jour où le tam-tam sacré des Nzima Ledongbole retentira dans le royaume. Le ministre du Tourisme a effectué le déplacement. Faisons à présent un tour à la place Abissa avec Davis Oyo. Le samedi de l'Abissa est l'un des moments les plus attendus. Il draine des milliers de visiteurs et d'habitués. Il marque également la seconde sortie du roi des Nzima Kotoko du Côte d'Ivoire, Aoulay Amontanoé, sur la place Abissa. Komelin, groupe Achouin-Kwasi, groupe Konyele, filles de la cour royale, investissent la place Abissa pour danser au son du tam-tam sacré. Ces pas de danse exécutés par des danseurs des quartiers et villages du royaume sont suivis par plus de 6000 visiteurs venus de partout. Danseurs et visiteurs dansent et vibrent une dernière fois au rythme de l'Ntongbole avant son renversement. Des visiteurs au nombre desquels figurent des membres du gouvernement et des élus. Une ambiance qui donne des idées au patron du tourisme ivoirien. L'Abissa aujourd'hui incontestablement est un produit d'appel pour le tourisme et comme tel nous ne pouvons que saluer cette édition qui démontre la maturité d'un événement de cette envergure et croyez-moi, nous y réfléchissons de sorte à pouvoir en faire un véritable produit d'appel en aidant la royauté à organiser la place qui est une place mythique qui n'a pas à déplacer mais qui a besoin d'être redéfinie. Et donc, comme tel, nous nous réjouissons que la Côte d'Ivoire regorge de tant de potentialités culturelles qui peuvent être un fonds de commerce et un produit d'appel pour le tourisme. Des atouts auxquels s'ajoute la critique sociale à travers la poésie chantée. Un acte de démocratie du peuple Nzima. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, au Soudan du Sud, le bilan des inondations ne cesse de s'alourdir. Près d'1,5 million de personnes ont été touchées et plus de 379 000 déplacés, annonce le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA. Selon les organisations humanitaires, le pays fait face aux pires inondations depuis des dizaines d'années. Le nord est particulièrement touché, ce qui fait craindre des conséquences sanitaires encore plus lourdes.
Et puis en France, les députés sont venus à bout la nuit dernière de la première partie du budget de l'État. Le texte initial du gouvernement a été largement remanié avec de nouvelles taxes à foison que l'Assemblée doit encore valider par un vote d'ensemble le mardi 12 novembre prochain. Le secteur aérien est particulièrement visé. Le dispositif va relever les taxes, les tarifs de la taxe sur les billets d'avion sur toutes les destinations, sauf les territoires français insulaires et ultramarins. Point final, Dieu nous garde. Bonsoir.